Bonjour à tous. Bonjour à vous les amis de la forêt. Je retrouve aujourd'hui Jean-Charles Matet. C'est moi. Champion international de route. De quelque chose en tout cas. De quelque chose. En commentaire, dites-nous de quoi. J'ai déjà gagné un quiz musical sur route. D'accord. Et Sébastien Brunet, qui est vice-champion de France de route 2022. C'est ça. Et quart de finale cette année ou l'année d'avant. Donc là, chose, vraiment... voilà. Donc nous avons sur 20 joueurs. Donc, nous avons au moins le spécialiste départemental du jeu pour nous parler d'une autre faction. Donc nous avons traité le chat à la vidéo dernière. Et nous allons parler de la canopée à cette vidéo. Alors, les oiseaux. Des oiseaux. Une nouvelle fois, l'idée n'est pas de s'appesantir sur les règles. Pour ce faire, vous pouvez visiter le lien qui est en description, qui mène vers une fantastique vidéo de Jean Mitchell Fat Game. J'ai nommé Jean-Michel Grosjeu, qui a une série de vidéos sur route. On ne va pas faire une vidéo règle, sachant que la perfection existe sur ce sujet. C'est moi la perfection? Non. Je comprends rien à ce que vous dites. Pourquoi ne suis-je pas surpris? Voilà. Et pareil, c'est juste un avis sur la méta. Vous ne faites peut-être pas pareil chez vous, j'ai pas raison. Une nouvelle fois, moi, si vous regardez The Incredibles, vous savez qu'on est les vous meilleurs. Vous savez, on ne donne pas des opinions sur cette chaîne, on dit la vérité. Voilà. Okay. D'ailleurs, n'oubliez pas de nous donner de l'argent sur Ko-fi, parce que ça fait longtemps. Parce qu'on doit beaucoup d'argent à Sébastien Brunet, et en fait, il est plus grand que moi, et il tape plus fort. Les oiseaux. Les dynasties de la canopée. C'est une de mes factions préférées. C'est ma faction préférée, je pense. Ouais, t'as ça aussi avec les... Tu as déjà joué, Joël? C'est pas ceux qui programment? Ouais. Si, c'est alors, j'ai jamais joué, non. Parce que déjà, moi, quand c'est facile... mais là, vu de loin, ça a l'air compliqué. Alors, bizarrement, c'est l'une des plus faciles à jouer. En termes de règles, elle n'est pas compliquée du tout. Il faut juste avoir un plan. Souvent, c'est la faction où... si tu as découvert le jeu avec les chats, bon, les mécanismes ils sont assez classiques, et tu joues les oiseaux, et c'est là que ton cerveau il fait mais ce jeu il est cool, il y a des trucs... Oui, insolites. Et la faction, elle a été créée parce que vu que tu dois taper globalement tour 1, c'est pour... Cole il a dit qu'il a fait cette faction pour dire tout de suite le jeu, on tape. Je souligne au passage que, une nouvelle fois, pour Jean-Charles, Cole Worley n'est pas le Cole Worley. Dans la communauté, tout le monde dit Cole. C'est Cole. Dans la communauté, tout le monde dit Cole. En intimité, il dit Coco. Donc c'est une faction qui a été faite pour tour 1, il y a un combat. Pour montrer, pour mettre le niveau de où est le jeu, on est là pour se battre. Alors on verra que pas forcément, mais... Pas forcément, mais du coup... Mais globalement, ça se fait. Donc juste pour recontextualiser, donc c'est la faction qui est... Donc dans le lore de route, dans l'histoire, c'est les anciens maîtres de la forêt dont le gouvernement, enfin la civilisation s'est effondrée finalement par des guerres intestines. Exactement. Et leur but, c'est de reconquérir la forêt, de retrouver leur gloire d'antan. Et alors, si on fait une analogie avec Pax Pamir, c'est... Ça serait les Russes normalement, parce que c'est l'impérialisme russe qui était très fort en avant. Et c'est une faction très boule de neige, puisqu'ils sont sur un système de programmation où ils vont accumuler des actions de plus en plus. Ah, c'est pour ça qu'on a mis côté neige. Exactement, tu vois. On a pensé à tout. Voilà. Hein. Et, et le gouvernement va accumuler un petit peu comme ça jusqu'à ce qu'il s'effondre et qu'il doive prendre ses responsabilités et changer de leader. Et qu'il se fait humilier. Et quand on se fait humilier, le leader doit démissionner. Et moi j'ai une règle maison, quand on fait humilier, tout le monde à la table doit dire « Voilà. Et donc dans le jeu, comment ça se passe par rapport à la politique? Non, c'était l'inverse. Ok. Parce que le leader qui prend ses responsabilités quand il s'est fait humilier et qui doit quitter la vie politique, c'est que dans le jeu. Moi déjà, il faut remettre l'argent dans les poches des Français. Donc la canopée, au niveau de la complexité, c'est pas très difficile à prendre en main. Ouais, c'est pas très difficile. En termes de règles. Ah oui? Non, c'est pas compliqué. En fait, en tout cas, c'est intimidant. Ouais, parce que la complexité, elle vient d'où? Elle vient de quand tu commences à avoir 10 actions par tour et qu'il y a un séquençage. Et que quand tu te plantes à l'étape 1, en fait, étape 3, tout se casse la gueule. C'est là que ça devient compliqué, ça demande beaucoup d'anticipation. Mais moi, je ne sais pas ce que je vais manger ce soir, il est déjà 18h. En général, c'est toi qui es programmateur informatique de métier, ça va te plaire, tu fais que ça, c'est de la programmation.
tu prédis, il y a ça qui va se passer et tu déroules. Voilà, tu déroules le décret. Pas sûr qu'on a la même vision de l'informatique. Voilà. Faut que toi tu l'as pas joué, toi c'est une de tes factions préférées. Ouais, c'est drôle, tu peux faire des départs un peu drôles. Ouais, c'est une faction, du coup dans les points forts on peut en parler, c'est une faction qui a une stratégie globale. Alors malgré cet aspect programmation rigide, en fait leur stratégie elle est assez flexible au niveau global. Pourquoi ? Parce que tu vois, on peut tenter des trucs à la con. On peut se dire, tiens, moi je vais recruter 10 personnes par tour. En fait, comme la faction repose sur un système avec des leaders qui vont orienter la stratégie de départ et avec un pouvoir et tout, on peut s'adapter un peu à tous les match-ups, à toutes les situations. Et puis, le décret, c'est nous qui le construisons au fur et à mesure. Donc au final, c'est toi qui vas lui donner une orientation ou une autre. Donc c'est toi qui décides de mettre 5 combats dans un tour. C'est un choix personnel. Donc au tour par tour, la faction est rigide en soi dans son exécution. Mais au niveau global, je trouve que c'est assez flexible. Ça s'adapte à plein de situations. Et en plus, on peut mettre 1 ou 2 cartes par tour, donc on peut faire un peu des choses. Et du coup, c'est un peu pour ça aussi, entre autres, en termes de méta, de tier list. Elle est un peu au-dessus de la moyenne, moi je dirais. C'est une faction qui est assez forte. Pas parmi les plus fortes, mais assez forte, parce que justement, elle a cette flexibilité. Et c'est aussi, en fait, quand les choses se passent bien, les choses se passent très bien. Parce qu'elle a elle gagne des points en fonction du nombre de nids qui est sur le terrain. Et globalement, elle peut gagner 5 points par tour. Oui. Donc, en 4 tours, la montée en puissance de la faction est exponentielle, aussi bien en termes de points qu'en termes d'action. Et alors, il y a plusieurs avantages à ça. C'est que déjà, pour le coup, ça c'est une faction qui va faire la police. Donc, parce qu'elle a des actions pour taper. Des fois même, en fait, tu es obligé de taper. Le décret, je suis obligé de taper. Ça ne m'intéresse pas spécialement. J'ai rien contre toi, c'est juste ma politique. C'était le gouvernement précédent qui a fait ça. Et donc là, comme tu dis, en termes de design, c'est pour dire, c'est un jeu où il faut taper et il faut faire la police et il faut... et ça, les oiseaux le font très bien. C'est leur métier. Vraiment. Ils ont un énorme potentiel agressif. Si ça se passe bien, on peut assez rapidement vraiment oppresser le plateau en termes de combat. Tu choisis, hein, donc si tu dis je mets 5 combats par tour, tu mets 5 combats. Bon, ça va être chaud, mais. Ce qui se passe, c'est qu'après, du coup, tu te mets tout sur les cases où tu peux pas combattre. Donc quand la map est vite, après, bon. Mais du coup, c'est une faction. Voilà, quand ça se passe bien, si le décret, on verra comment construire un beau décret solide, mais si le décret est solide, la faction est très difficile à arrêter. C'est une faction qui peut faire du 3 vs 1. En fin de partie, la moitié de la partie, tu la passes en 3 versus 1, tu peux gagner. Ah oui. Ouais. Quand ça se passe bien, quand ton décret est solide, tu peux facilement faire des dominations. Non. Pas super facilement. Non. Les dominations, la seule faction qui peut le faire vraiment, c'est les taupes. Et on en reviendra là-dessus, mais... C'est une faction, quand ça se passe bien, c'est assez difficile à arrêter. Et du coup, c'est aussi un peu la faiblesse, c'est que dès qu'il y a une faille, souvent, il va y avoir une entente de circonstances pour dire « Ok, là, on peut faire criser, on peut provoquer une crise chez les oiseaux. Comment est-ce qu'on fait ?» Tout le monde se met d'accord. Mais des fois c'est compliqué de les foutre en crise. Qu'est-ce qui les avantage pas mal ? Ils ont leur pouvoir qui s'appelle les seigneurs de la forêt. Eux, quand il y a une égalité dans une forêt en termes de nombre de gens et de bâtiments, ils contrôlent. C'est eux qui ont le contrôle. Parce qu'ils font peur. Donc sur les égalités, ils contrôlent. C'est des piafs. Non, c'est des grands aigles qui font peur. Il y a tout. C'est plus qu'ils sont peut-être en hauteur dans la canopée, tu vois, peur. Et du coup... Mais ils mangent des rats. Hein, donc, on est autant que toi, mais moi je suis au-dessus, donc c'est moi qui... Tu vois. Mais du coup, ça leur donne quand même pas mal d'avantages, surtout en début de partie, pour justement... poser leurs bâtiments. Pour poser les bâtiments et pas se faire bloquer assez facilement par les chats ou des trucs comme ça. Alors eux, ils doivent construire, un peu comme les chats, ils doivent construire pour scorer, mais il y a beaucoup plus d'avantages. Déjà, ils ont besoin que d'un seul emplacement par clairière. Ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nids, là où le chat a 15 bâtiments. Ouais. Eux, ils en ont que 7 et ils ont besoin que d'un emplacement par clairière. Ils n'ont pas besoin de ressources pour fabriquer leurs bâtiments. Bon, alors par contre, ils ne peuvent pas en mettre plusieurs par clairière, mais voilà. Ils n'ont pas besoin de ressources. Et surtout, leur bâtiment, il est polyvalent. Ils n'ont qu'un type de bâtiment. Le bâtiment, il sert à scorer, à recruter, à crafter. Le bâtiment, il fait tout. Donc, par rapport au chat, ils ont 3 en 1. Donc là, c'est quand même un gros avantage. Et l'autre avantage par rapport au chat, comme tu dis, ils n'ont pas besoin de ressources. En fait, les nids, ils scorent passivement. Une fois qu'ils sont construits. Et c'est tous les tours. C'est une des seules factions où vraiment,
passivement, à chaque tour, t'engranges des points. 5 points. Et donc là, là, comme on disait un peu dans la vidéo d'introduction, c'est une faction, t'es obligé d'interagir avec elle, parce que si t'interagis pas avec elle, oui, elle gagne. Elle gagne mathématiquement en faisant rien. Enfin, juste en faisant son plan de jeu, en construisant des nids. Donc c'est une faction qu'on peut pas ignorer, ça c'est sûr. Elle a quand même des points faibles. C'est pas une faction top tier parce que voilà. Elle dépend énormément de la pioche et elle pioche pas beaucoup in fine. Ouais. Et des fois, elle va se retrouver avec 0 carte en main. Elle pioche pas beaucoup et le peu de cartes qu'elle pioche, en fait, elle doit les mettre dans son décret en tant qu'action. Donc t'as vraiment très peu de cartes disponibles et des fois t'as pas trop le choix. C'est ça qui des fois fait que le décret va être faible, c'est qu'en fait j'ai pas le choix, je dois mettre une carte de merde. Je dois mettre une carte, au moins une carte. Donc je crée une faille. J'ai qu'une carte rouge dans la main. J'ai rien de rouge autour de moi. Où je vais la mettre pour que ça marche? Ouais. Des fois c'est vraiment un puzzle. C'est une faction. Si t'aimes bien les puzzles aussi, ça. Mais du coup, cet aspect puzzle, il y a aussi l'aspect du coup structure du tour et le séquençage rigide, comme on disait, des actions. Faut faire les choses dans un ordre très précis. On disait du coup sur la structure du tour, le séquençage des actions est hyper rigide et il faut le suivre dans l'ordre. Et ça, c'est compliqué parce que ça demande beaucoup d'anticipation. Ce qu'on va faire à l'étape 1 peut impacter l'étape 3 et on n'a pas anticipé et du coup, tout va se casser la gueule. Donc il faut être super attentif au plateau, qu'est-ce qui a changé entre chaque tour. Avant de mettre des cartes dans son décret, il faut planifier tout son tour en fait. On ne peut pas improviser au fur et à mesure de ce qui se passe. Vous dites que les règles sont pas très compliquées, mais par contre ça demande quand même de l'expérience. Ça demande un peu d'expérience. Oui, mais au bout de tu sais, ça s'apprend facilement. En fait, ça demande de l'expérience de ta faction. Ça demande un peu moins d'expérience, contrairement au chat qui demande de l'expérience sur tout le monde autour de la table. La canopée, si tu fais plusieurs parties et que tu commences à maîtriser ta faction, tu peux t'en sortir assez bien. Voilà, donc on a dit le décret il peut devenir super complexe avec beaucoup de cartes et du coup on s'en mêle les pinceaux. Voilà. Gros désavantage, c'est la crise. Toi, il te reste une longue vie devant toi pour résoudre ta crise. Moi, il me reste très peu de temps pour résoudre la mienne. J'imagine qu'on ne peut pas éviter la crise à un moment donné. Alors oui et non. Soit on planifie une crise, parce que du coup on peut dire... Oui, mais c'est ce que j'appelle ne pas pouvoir l'éviter. Moi ça m'est déjà arrivé de faire toute une game sans crise. Il y a des parties où tu peux finir la partie... Toute une partie complète. Sans faire de crise. C'est un peu l'objectif en vrai. Mais... concrètement, un des conseils de Cold War, il a dit, si vous jouez ça, planifiez une crise. Et c'est pas trop grave en vrai. Ouais, on en parlera en détail sur comment gérer la crise, quel est le meilleur moment, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Alors, si Macron regarde cette vidéo, ça peut être intéressant de savoir comment gérer la crise. Ça suffit maintenant. Alors, et donc, parce que le problème de la crise, c'est qu'on perd un point par carte bleue dans son... Expliquons ce qu'est la crise en fait. Oui. En fait, la crise, c'est quand on ne peut plus exécuter son décret, que le décret n'importe quelle carte ne peut pas être exécutée. Voilà. C'est à un moment donné, la programmation plante. Voilà. Par exemple, on doit recruter 5 personnes, on n'a que 4 personnes potentiellement à recruter. On recrute les 4 quand même. On recrute les 4, le décret s'arrête. Le décret s'arrête, ton tour s'arrête. Tu perds tout ton décret. Et tu perds des points pour chaque carte bleue qu'il y a dans le décret. Je crois que tu en as forcément 2, puisque chaque leader en met 2 par défaut. Donc tu perds au moins 2 points, voire plus. C'est la seule faction dans le jeu qui peut perdre des points. Donc c'est quand même un gros désavantage. Le minimum c'est 0. Voilà. Je le dis parce que on a vérifié la règle. On ne peut pas être négatif, ce qui peut être utile dans certaines stratégies. Tu parles le minimum de score. Oui, on peut pas être à moins 4. Oui. Voilà. Voilà, donc après c'est la mécanique qui contrebalance l'effet boule de neige, c'est que quand tu te plantes, la pénalité est sévère forcément. Je vous le dis, si vous crisez plus d'une fois, en principe vous avez perdu, c'est très compliqué. Une fois c'est bien, 2 fois... Enfin c'est bien, bonjour les dégâts. C'est gérable. 3 fois vous avez perdu, 4 fois en dessous de votre gueule. Enfin je veux dire... Et du coup, l'autre désavantage, c'est qu'en fait, on affiche publiquement ce qu'on va faire. Et du coup, comment nous arrêter. Oui. Puisque s'il y a une faille dans le décret, tout le monde peut le voir et tout le monde peut coopérer pour se dire... S'il faut taper quelqu'un à un moment donné et qu'il n'y a personne à taper... Par exemple, un cas souvent qui est commun, c'est il y a une attaque en rouge, tout le monde, il n'y a personne sur l'éclaireur rouge, je ne peux pas taper. On va vider, tout le monde va s'enfuir et voilà.
Voilà. Ou même sans provoquer de crise, comme les adversaires peuvent lire, tu sais que par exemple, tu es obligé de te déplacer d'une clairière jaune, du coup, forcément tu vas aller par là, je mets une sympathie par là, comme ça je sais que tu vas me donner une carte, tu vas être obligé de venir par ici. Donc voilà, notre tour de jeu est public en fait, on ne peut pas trop faire de surprise à ce niveau-là. Voilà, si on crise, c'est la catastrophe. Et on a une capacité de craft, alors le craft c'est un peu compliqué, pas compliqué mais... On peut en faire facilement. En fait, on a des avantages. Comme on a des nids, souvent plein de nids, on peut crafter facilement. Mais en fait, on n'a pas beaucoup de cartes. On n'a pas de cartes, du coup, on peut pas le faire. On pioche pas beaucoup et le peu de cartes qu'on a, on les met dans le décret. Donc en fait. Et en plus, bonus, ça ne vaut qu'un point maximum. Quand on craft des points, par défaut, la règle c'est on déteste. On a le mépris. Mépris du commerce. Mais c'est plutôt mépris de l'artisanat en fait. En fait, c'est les communistes. Oui, c'est pour ça que c'est ou c'est des nobles quoi, c'est des aristos, donc ils ont fait quelque chose de... T'as fait quelque chose de tes mains, oui, t'as fabriqué une petite théière, c'est moche. C'est moche, j'en veux pas. Donc en fait, tu vois, c'est en dessous d'eux un petit peu, tu vois. Donc, tu marques un point pour le craft. Donc ils pourraient être très forts en craft, mais comme ils n'ont pas assez de pioches et que ça leur rapporte pas de points, ils le font pas trop. C'est pas ouf. À l'exception évidemment du leader bâtisseur dont on reparlera. Mais... La canopée, cette faction, c'est le décret. D'accord ? Tout se joue sur le décret. Donc, je vais d'abord expliquer comment on marque des points et comment on fait le décret. Et après, j'expliquerai, du coup, comme on sait comment fonctionne le décret, on parlera de comment est-ce qu'on se set up, quel leader on choisit. Voilà. Ouais. Plutôt que l'ordre logique qui serait comment je me set up, quel leader je fais. Il faut toujours commencer par la fin. Voilà. Moi, je commence par... je me pose c'est la fin, c'est le milieu, mais c'est le décret. Donc, on disait que les oiseaux, ils scorent passivement. Donc, si tu fais un peu de maths, si tu mets un nid par tour, donc tu as 7 nids, au tour 6, tu es à 19 points. Parce que tu as fait 1, puis 3, puis 6. Oui, c'est la suite de Fibonacci. Ok. Je sais pas si c'est la suite de Fibonacci, mais c'est une suite de quelque chose en tout cas. C'est pas suite de Fibonacci pour le coup. Non, mais la suite où tu additionnes toujours ce que tu as déjà fait au tour précédent, mais plus le chiffre d'après. Oui, mais du coup, ça marchera pas pour... C'est pas là, c'est pas ça. On fera un petit encart Wikipédia, suite de Fibonacci. Pour vous dire que c'est pas ça. Pour dire que c'est pas ça. je crois que c'est pas ça. Bon, si vous jouez à Balatro... Si c'est comme ça, je me... pas d'autres limes. Ouais. Parce que une partie dure en moyenne 7 tours, on a dit. 7-8 tours, ça dépend avec... Ou plus quand il y a vraiment beaucoup de bagarres et d'interactions, mais voilà. Et donc, si on vous laisse tranquille, vous avez fait 24 points juste en posant des nids. Et après, il vous manque 6 points. Enfin, vous faites un peu de craft ou de combat. Vous êtes un peu de craft, tu m'as dit, c'est 6 craft. Oui, mais tu peux le faire facilement. Tu peux, oui, mais si tu fais 3 points de craft, t'es à 27. Après, tu fais 3 combats. Et vu que tu fais des combats tous les tours parce que tu es obligé de faire des combats et que tu détruis des trucs, c'est bon. Ouais, sachant qu'il y a des factions, il y a des leaders qui scorent plus de points aussi. Bon, bref. Donc en fait, on gagne, si on nous laisse faire, on gagne passivement. On gagne des points passivement. Et donc la priorité des oiseaux, est un peu à l'opposé des chats, les oiseaux, eux, ils cherchent pas à booster leur moteur à tout prix, etc. Eux, leur objectif, c'est que ça se casse pas la gueule. En fait, le principal adversaire de la canopée, c'est vous-même. C'est vous un peu comme dans ma vie. C'est ça. C'est pour ça qu'est-ce que tu peux être l'adversaire de toi-même. Je te laisse réfléchir. Épisode 29, la mauvaise foi. donc pour marquer des points, il faut protéger du coup 2 trucs. Il faut protéger son décret. Et puis ses nids, dans une moindre mesure, mais il faut quand même protéger les nids parce que c'est les 2 moyens qu'ont les adversaires pour vous ralentir. Si vous ne ralentissez pas, vous gagnez. Donc, on verra comment construire le décret de la façon la plus stable, la plus équilibrée possible. En mettant que des cartes bleues. En mettant que des cartes bleues. Non mais c'est vrai qu'il faut savoir être patient et pas prendre trop de risques avec les oiseaux. C'est vrai que on dit on peut mettre jusqu'à 2 cartes par... On doit minimum mettre une carte dans le décret par tour et jusqu'à 2. La logique voudrait que on en mette 2 par tour parce que c'est mieux. L'action c'est mieux. Oui, mais tu dérailles plus vite. Mais tu dérailles plus vite. Donc moi je dis, alors 2 par tour c'est l'idéal, mais pas au prix de la stabilité du décret, de prendre des risques, de mettre de la couleur n'importe où dans le décret. Donc des fois il vaut mieux être patient. De toute façon on est une faction qui reste dans le tempo. Et pour protéger ses nids, en défense on n'est pas hyper fort.
Parce qu'on est pas mal obligé de se déplacer, de bouger ses troupes, etc. Par contre, on est bon en combat. Donc on peut se protéger de façon agressive. La meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà, en faisant le ménage autour de nous, on protège les nids parce que... En plus, parce qu'on est obligé. On est obligé. Non mais c'est pas notre faute, on est obligé. Donc en vrai, c'est pas contre toi. Je dois taper. Voilà, donc ça c'est les trucs un peu génériques, mais en fait, comme on l'a dit, le plan de jeu de la canopée, il est assez flexible. Il va beaucoup dépendre de qui est autour de la table, des leaders que tu as choisis, des cartes que tu as en main, de ton décret, etc. Donc après, on peut parler de comment on construit le décret. Après, ça dépend que si tu veux jouer très agressif ou très point beaucoup, ou si tu te dis je vais faire une crise très rapidement pour faire... Ouais, il y a plein de possibilités dans les... Pas scripté du tout. Non, pour le coup, les autos, c'est pas... Enfin, le premier tour est un peu... Il y a des trucs un peu obligatoires au début pour lancer son moteur, mais après, on peut vraiment partir dans plein de directions. Alors, pour rester simple, si vous voulez garder un truc simple, alors, le meilleur scénario, le scénario idéal, mais qui n'arrivera pas, hein, mais c'est de pas faire de crise. Ça m'est arrivé une fois en je sais pas combien de parties. De faire une crise? Non, de pas faire de crise. De pas faire de crise. Ils étaient 4 joueurs contre moi et j'étais en mode... Voilà. Alors, il y a des stratégies de crise volontaire, et puis on verra comment gérer, mais voilà, ça reste assez technique. Donc, l'objectif à garder en tête, c'est 0 crise. Au pire, une crise, mais comme je disais, on va essayer d'en rester maître. De la planifier. En gros, si on sait qu'on va criser, si on le voit venir, c'est nous qui allons choisir le timing. Le pire, c'est que c'est les adversaires qui vous imposent une crise à un moment où ça vous arrange pas. Genre tu dois recruter en lapin, et ton bâtiment lapin, tu dois criser. Par exemple. Du coup, le décret, il y a aussi une notion d'équilibre. Par exemple, ça fait pas sens d'avoir 5 cartes en recrutement et un seul combat. Oui. Ou vice versa. Oui. Parce que, surtout sur recrutement et combat, il y a vraiment une dynamique. Parce que si tu recrutes trop et que tu n'as plus de guerriers, tu crises. Du coup, faut rajouter des combats pour les perdre. Et inversement, si tu fais trop de combats, t'as pas assez de... Oui, il n'y a pas assez de... T'as plus personne sur la map, tu vas te faire raser. Donc voilà. Donc faut toujours avoir un peu cette notion d'équilibre. Voilà. Et on a dit, voilà, réfléchissez bien à chaque carte que vous mettez dans le décret. Est-ce que vraiment vous voulez en mettre 2 ? Quand vous avez plus la confiance avec la faction, prenez plus de risques, tu vois. Par exemple, vous pouvez faire un truc que moi j'aime bien, c'est le 2 bâtiments par tour au début. Ouais. Du coup, on arrive en 2 tours, en 3 tours, on a construit tous nos bâtiments. On crise forcément parce qu'on n'a pas de bâtiment à construire, mais on fait 5 points par tour, donc ça passe. Ouais, voilà. Voilà, je dis un peu des généralités, mais une fois que vous maîtrisez un peu ces généralités, vous pouvez être plus original et tenter des trucs et prendre plus de risques. Voilà, mais réfléchissez quand même, quand vous mettez une carte dans le décret, dites-vous, est-ce que c'est pas une carte qui va devenir ingérable plus tard? Est-ce que c'est pas là, peut-être ça m'aide, mais est-ce que dans un tour, dans 2 tours, c'est pas là que ça va me faire criser? Surtout quand on n'a qu'une seule carte, il se dit où est-ce qu'elle me gêne le moins. C'est peut-être ça qu'il faut se poser. Ou alors vous n'avez pas beaucoup de cartes en main. Là vous en mettez 2, mais ça se trouve vous piochez une carte au prochain tour. C'est vraiment, elle est nulle quoi. Et vous êtes obligé de la mettre. Peut-être si vous aviez gardé l'autre carte, vous auriez un peu plus de choix, tu vois. Pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà. Tous ses œufs dans le même nid. Ouais. Je m'épate moi-même. That's all folks. Du coup, voilà, donc essayez d'anticiper que quand vous mettez une carte dans le décret, elle sera utile sur plusieurs tours. Immédiatement, mais aussi sur plusieurs tours. Oui, c'est pour ça qu'il faut planifier. C'est un jeu de planification. Il faut planifier la crise. Comme disait l'autre, il faut s'organiser. Voilà. Voilà. Si vous arrivez à piocher plusieurs cartes bleues, beaucoup, parce qu'il en faut dans le décret, essayez d'en garder une ou deux de côté. Pourquoi ? Parce que si vous partez en crise, pour repartir, vous avez plus de flexibilité. Ça sent qu'on va mettre qu'une carte bleue par tour. On va mettre qu'une carte bleue par tour sur les 2 cartes qu'on met dans le... Donc quoi qu'il arrive, on peut pas tous les cramer. Ouais, faut pas les crafter les cartes bleues. Tu peux toutes les cramer si tu en pioches une tous les 3 tours. C'est pour ça que tu es un peu dépendant de la pioche des fois. Voilà. C'est un gros jeu de chance. Alors, tac, je montre juste comme ça le décret. Donc le décret, il est là. Donc on met entre 1 et 2 cartes par tour dans le décret, maximum une carte bleue. Du coup, il y a les 4 colonnes qui vont s'exécuter dans l'ordre. Donc le recrutement, le déplacement, le combat et la construction. On réjoue d'abord tous les recrutements, puis tous les déplacements, puis tous les combats, puis toutes les constructions. D'accord ?
Donc c'est là que c'est rigide. Et du coup, je vais parler un peu de chaque colonne, comment on les priorise, qu'est-ce qu'on met dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la bimbo. Non, mais tu vas mettre un insert, non? Non, mais je vais le tenir. On peut faire les deux. J'aime bien faire la bimbo. Donc le recrutement. La colonne de recrutement, c'est celle qui est la plus risquée. Alors pourquoi? Parce que quand je dis quand on crise, ton tour s'arrête. Le premier truc que tu fais dans ton décret, c'est recruter. Si tu crises en décret, tu passes ton tour. Tout ton tour s'arrête. En recrutement, oui. Si tu crises en recrutement. Si tu crises en recrutement, tu perds ton tour. En fait, tu perds un tour de jeu. Mm. Donc c'est vraiment le pire scénario possible. Alors, du coup, il faut vraiment éviter de mettre de la couleur là-dedans. Dès que vous allez mettre de la couleur en recrutement, oui. Les 3 adversaires ils vont faire t'as mis de la couleur en renard, t'as combien de nids renard, ok, comment c'est protégé, alors toi tu prends celui-là, moi je prends celui-là. Voilà. Il faut les. Voilà. Donc là il faut mettre du bleu. C'est vraiment beaucoup trop tentant. Donc là il faut mettre du bleu. Alors il faut mettre du bleu partout. On peut pas toujours mettre du bleu partout. Donc on peut, mais c'est lent. Mais si t'as 3 nids au bleu. Voilà. Donc il y a des exceptions. Ou si ton nid est bien protégé. Par exemple, si t'as déjà 2 nids de cette couleur-là, plutôt 3 même, ou que tu sais que tu vas construire le 3e de cette couleur-là à ce tour-ci, tu as 3 nids, ils sont un peu défendus. Pour raser 3 nids, faut y aller quand même, tu vois. Si y a un peu de guerriers dessus. Mais bon, ça oblige à laisser des guerriers en défense dessus, parce que voilà. Donc voilà. Donc il faut faire attention. C'est pas impossible de mettre de la couleur, mais c'est quand même déconseillé. Faites-le quand vraiment il n'y a pas de menace proche sur vos nids, quoi. L'autre problème avec le recrutement, et ça c'est peu importe la couleur, c'est qu'il faut faire attention à son nombre de guerriers. Oui, disponible à recruter. Voilà, puisque je crois qu'on a une vingtaine de guerriers. Alors moi de tête je dirais 20. D'une tête tu dirais 20. Bah, ça là, je sais. Et du coup, c'est pas tant que ça, et ça peut aller assez vite. C'est beaucoup moins qu'on croit. Alors c'est moins que 21, mais plus que 19 de mémoire. Oui, mais ça va plus vite qu'on pense que ça va. Voilà. Tu dis à 20, je suis large. Je peux en recruter 5 par tour. C'est assez fréquent en fait de criser en recrutement sans trop s'en rendre compte, comme tout seul en fait, comme un con. Et puis les adversaires ils vont vous laisser faire. Hein. Ils vont pas venir vous taper, ils vont dire au prochain tour tu t'as plus de guerriers, ok on le laisse tranquille. Ouais, non, le mieux c'est quand tu sais que tu vas criser en truc et qu'il y a quelqu'un qui te tape et que tu récupères juste le. Et là tu fais. On verra, il y a des petites astuces pour s'échapper à ça. Mais du coup, alors ce qu'il faut faire, ce qui est pas mal, c'est déjà d'avoir en tête combien de tours il vous reste. Oui, avant de criser en recrutement, en partant du principe que vous n'allez pas récupérer de guerriers. Ce que tu peux faire, c'est ta réserve, tu les regroupes. Oui. Si tu dis les 3 recrutements, tu les regroupes 3 par 3. Et tu fais, ok, il me reste 3 groupes dans 3 tours, dans 4 tours du coup, j'en ai plus et c'est la merde. Voilà, donc ça, faut le garder en tête. Si vous recrutez trop vite, faut rajouter des combats. Ouais. Du coup, c'est là aussi, on va peut-être oublier de rajouter des combats de couleur pour essayer de... Des combats risqués, du coup. Des combats risqués pour récupérer des guerriers, quoi. Le mouvement. Alors, le déplacement, c'est la poubelle. Le déplacement, c'est là où... C'est l'endroit le moins risqué pour mettre de la couleur. Si on a une mauvaise main, si on ne sait pas quoi faire de ces cartes, si on ne veut pas prendre de risques, qu'on n'a que de la couleur et que voilà, on met une carte ici. Ça m'est déjà arrivé de criser avec un déplacement. Mais c'est très compliqué. Mais c'est très rare. Mais tu sais que Jean-Charles arrive à faire des choses très compliquées. Non, mais des fois, des exploits. Il y a un achievement sur l'application, c'est fait criser en déplacement. Non, mais des fois, ça dépend de la répartition. Oui. Si la répartition fait que tous les jaunes sont à l'autre bout de la map. Clairement, ça c'est un peu le problème. Alors, sur les maps où la répartition des cartes est aléatoire, il faut faire quand même attention au décret de déplacement parce que des fois, si je suis que là et que, je sais pas, tous les lapins sont là et que j'ai que des cartes lapins en main, que je mets un déplacement lapin en main, si je peux pas l'atteindre, c'est compliqué. Ou je peux pas le déplacer parce que je contrôle pas ni l'aller ni le retour. Je contrôle pas ou je peux pas. Enfin, donc quand les clairières sont aléatoires, faut faire un peu attention au cluster comme ça de couleurs pour le déplacement, mais globalement c'est l'endroit le moins risqué. Ce qu'on voit souvent, c'est aussi on fait des... Alors juste de façon un peu kafkaïenne, juste pour réaliser le décret et pour pas criser, on peut faire des allers-retours entre nous-mêmes. Ah oui, d'accord. Tu vois tu fais et je reviens, hop, mais c'est bon, j'ai satisfait mon truc. Oui. Ou se déplacer en 2 fois. J'ai 2 déplacements renards, j'ai 2 guerriers, j'en déplace un, puis j'en déplace un autre. C'est bon, j'ai fait 2 déplacements renards.
Donc des fois, il y a des trucs un peu absurdes. L'application de la loi est plus importante Voilà, que c'est la logique du parti. C'est ça qui est drôle avec les oiseaux, c'est que des fois tu fais des trucs juste parce que c'est le décret qui te le dit, tu es obligé, sinon... Donc en vrai, t'as 12 actions, mais en vrai, t'en as 4 qui servent à rien. Quoi. Voilà. Donc, il faut faire gaffe aussi. Alors attention, subtilité du déplacement. La couleur qu'on met... C'est d'où on part. C'est de où on part. Pas là, j'allais poser la question, oui. D'accord. Donc des fois, ça arrive de se planter, on se dit ok, j'ai un mouvement lapin, bah c'est bon, je me déplace en lapin, ça compte. Non, c'est de là où on part. So start. Donc faut être sûr quand on met du déplacement qu'on contrôle la clairière de la couleur du déplacement. Ou qu'on va la contrôler avec un déplacement qu'on fait juste avant, mais voilà. Alors mine de rien, c'est quand même super important les mouvements parce que on le fait avant les combats et avant la construction. Donc on est contraint par l'endroit où on s'arrête. Donc encore une fois, il faut anticiper... Et puis il faut anticiper le tour d'après. Où on s'arrête. Et le tour d'après. Alors, le mouvement, c'est le moment où on réfléchit à ses plans B. C'est-à-dire, ok, je dois faire 2 combats en renard et je dois faire une construction en lapin. N'importe quoi. Ok, mais les combats, ça peut mal se passer ou ça peut trop bien se passer. Du coup, est-ce que j'ai, au lieu de mettre 3 mecs en renard, est-ce que je peux pas mettre un mec dans une renard et 2 mecs dans l'autre? Et comme ça, hop, j'ai 2 options pour mes combats, selon ce qui se passe. Ou pareil, la construction, je peux me dire, il y a qu'un guerrier qui protège un bâtiment, j'ai 2 combats, c'est sûr, je vais me libérer l'emplacement. Et tu fais 0-0, 2 fois. Oui. Bon, j'ai le plan B. Heureusement, j'avais laissé sur une autre clairière un mec en lapin pour construire. Donc c'est le moment où il faut vraiment anticiper les plans B. Les étapes d'après et les plans B si les choses se passent mal ou trop bien. J'ai vu. Le combat. Alors le combat, c'est bien d'avoir du bleu, mais on peut mettre de la couleur occasionnellement. Il faut pas trop insister sur la même couleur parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus rien. J'ai 6 combats en rouge. Bonne chance. Si j'ai 6 combats renards, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Et les renards, c'est... Ah, mais là, du coup, on a mis du sel sur la terre et tout, c'est fini. Donc là, il n'y a plus rien à combattre. Donc, faut faire gaffe. Alors, évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, quand on commence à mettre de la couleur en combat, les adversaires ils vont réfléchir. Est-ce qu'on peut évacuer ces clairières-là? Parce que pas de combat. Juste pour faire chier. Pas de combat. Ouais. Juste pour te faire criser. Pas de combat, pas de décret. Pas de bras, pas de chocolat. Du coup, quand vous mettez des couleurs en combat, essayez de vérifier que c'est quand même une zone que l'adversaire va pas vouloir vider ou ne peut pas vider. Par exemple, il y a un lézard avec 2 jardins, il ne va pas les abandonner juste pour vous faire criser. Vous avez du mal. Il y a le donjon du chat, par exemple. Le chat, il ne va pas vous laisser péter son donjon. Vous savez que voilà, en plan B, au pire, pour exécuter ce combat, je sais que... Je vais faire un chemin. Voilà. Ou une base de l'Alliance. Vous savez que si vous envoyez un seul mec se suicider, il n'arrivera jamais à la base. Donc voilà, vous pouvez mettre de la couleur, mais essayez d'être sûr que c'est une couleur où il y aura, toujours dans 2-3 tours, il y aura toujours quelque chose à taper. Voilà. Alors après, des fois, il n'y a pas le choix, vous avez besoin de faire des combats maintenant parce qu'il faut arrêter quelqu'un ou parce que c'est trop tentant, il y a 5 points à se faire et vraiment c'est là qu'il faut taper et après il n'y aura plus rien. Mais parce qu'il y a une pile de bois et tu dis... Voilà. Et après, là où c'est moins gênant aussi, c'est qu'en général, on met quand même, à moins d'avoir un leader qui a une carte de combat par défaut, en général, on met pas du combat direct. On attend 3 tours, 4, on attend le mid-game pour commencer à mettre du combat, donc on attend que le plateau se peuple un petit peu. Voilà. Parce que si on met du combat direct, quand le plateau est aux 3/4 vide, là vraiment on prend le risque. Quand il y a des chats, c'est facile parce qu'ils sont partout, mais... Voilà. Quand les chats sont partout, mais ils peuvent les retirer. Toi, t'as des... Les chats ne devraient pas les retirer. Ouais, mais typiquement, si ça fait criser tour 1 le charismatique, c'est pas mal. Ouais. Voilà, on l'a dit, dans les plans B, on peut laisser des guerriers un peu inutiles dans des endroits stratégiques. Ils vont faire des combats useless. Il va y avoir un... Inutile. Il va y avoir un oiseau qui va combattre un chat avec un bâton. Ils vont tous les 2 mourir, mais c'est pas grave. Vous avez fait votre décret. C'est la logique du parti. Voilà. Et maintenant, les constructions. Voilà, la construction. Alors, un endroit où on crise souvent. Ça, c'est l'endroit où il faut le plus éviter la couleur, sauf stratégie spéciale. Pourquoi ? Parce que logiquement, il n'y a que 4 clairières de chaque couleur sur le plateau.
Donc si tu as construit les 4 clairières, tu vas criser. Si c'est Noël, vous crisez après 4 tours, mais sauf que y a des adversaires qui en général sont aussi sur ces clairières, on n'a pas envie de vous les laisser. Donc si vous mettez de la couleur, en général, vous placez 2 nids dans cette couleur et puis c'est fini quoi, parce que les autres ils sont... Ou alors il faut vraiment combattre, machin. Oui, il faut aller courir, aller chercher. Et de toute façon, c'est pas hyper utile. Avoir, en général, voilà, une seule carte bleue en construction, ça suffit pour toute la partie, sauf éventuellement au dernier tour en finish. Ou si on vous partez au début avec une double carte bleue pour ou faire... l'ouverture spécifique de cette stratégie, mais... En tournoi passe pas contre une nouvelle personne. Donc à part certaines ouvertures ou en fin de partie, parce qu'en fait, si vous construisez 2 fois, les points de vos nids en fin de tour, ils passent de +2 à +4, ou +3 à +5. Voilà, oui, ok, c'est pour finir la partie, ça vous fait 2 points de rajouter cette carte, faites-le évidemment, mais globalement, voilà, une carte de couleur bleue, ça existe, enfin, ça suffit. Voilà, et puis comme les combats, on l'a dit, prévoyez un plan B. Voilà, essayez d'avoir plusieurs endroits où vous pouvez construire dans votre décret, quoi. Alors, par contre, on peut aussi abandonner des nids. Oui, parce que justement, si on a un nid jaune et qu'on a une construction jaune, on se dit tiens, on va mettre un nid jaune, alors, ils vont nous péter, comme ça je peux le reconstruire. Même si on met qu'un nid par tour avec du bleu, hein, on peut arriver en cours de nid, et du coup ça s'anticipe un peu parce que si on a posé tous nos nids, là c'est trop tard parce que si on les laisse sans défense, les adversaires ils vont pas mordre à l'hameçon en se disant on va lui péter ses nids, ils sont sans défense, et on va se dire il a plus de nids, il crise au prochain tour, touchez pas à ses nids. Moins 4 points. Voilà. Si vous vous dites que voilà, vous commencez à arriver là, il vous reste plus qu'un ou 2 nids, et a priori on vous empêche pas de les poser, peut-être laisser des nids sans défense pour en récupérer et que le décret puisse continuer. Voilà. Bon, ça, si la partie dure assez longtemps. Oui, non, voilà. Mais ça peut arriver, voilà, faut faire attention de... Ça peut se prévoir. Voilà. Notamment avec le despote, ça lui arrive de ne plus pouvoir poser de nid, et c'est comme ça qu'il crise. Le despote, il a une construction de nid au début. Il commence avec, on verra ça. Et du coup, donc on parlait du timing des crises. Quand on veut être maître de son destin, si on sait qu'on va partir en crise globalement, pour X ou Y raison, on sait qu'on est à court de guerriers au prochain tour, on sait que... Si vous avez commencé avec le despote et justement vous avez fait 2 nids par tour, vous savez qu'au 5e tour, au 4e tour, vous allez faire un... On sait qu'on a mis de la couleur en recrutement, on n'a plus qu'un seul nid, et on sait que le lézard va nous le sanctifier, machin. Bon, vous savez que vous allez criser dans un tour ou deux, vous pouvez essayer de provoquer volontairement une crise en construction. C'est là que c'est le moins pénalisant, parce que vous avez quand même joué tout votre tour. Oui. Vous avez recruté, vous vous êtes déplacé, vous avez tapé. Peut-être même que vous avez réussi à construire un truc. Peut-être même taper un vagabond. Peut-être, ouais. au hasard. Voilà. Sébastien. Non. C'est gentil. Il faut pas taper. Moi je joue le chat et il ne faut pas taper le chat, je suis faible. Faites pas quelqu'un d'autre. Donc, c'est l'endroit où vous pouvez vous dire, ok, est-ce qu'il faut que je crise ou pas maintenant? Enfin, si la crise est inévitable, il faut essayer de criser en construction. Donc, vous anticipez, vous mettez pas des cartes bleues au début de votre tour, vous mettez de la couleur parce que sinon vous n'allez pas... Ça fait un point de moins. Ça fait un point de moins, puis vous gardez une carte bleue en main pour après la crise, pour repartir plus facilement. Voilà, donc pour criser en bâtiment, soit vous rajoutez une deuxième carte de couleur construction à un endroit où vous n'avez pas accès, ou alors vous vous déplacez pas sur un emplacement libre, puis on ne peut pas construire, le décret s'arrête. Voilà, donc on a vu comment gérer son décret. Faut gagner quoi. Où mettre les cartes et tout ça. Maintenant qu'on a un petit peu cette base de travail, où est-ce qu'on va faire son nid? Dans une clairière. Dans une clairière. De toute façon, si c'est le setup de base et qu'il y a les chats, vous n'avez pas le choix. Parce que la règle de la mise en place, c'est que vous vous mettez dans le coin opposé au donjon. Ah oui? Ouais. Dans la mise en place de base, il y a un ordre dans lequel on se met en place. Les chats sont toujours en premier et les oiseaux en deuxième. Et les oiseaux sont toujours à l'opposé du chat. D'accord. S'il n'y a pas les chats, vous choisissez un coin. Le critère, en gros, c'est en fonction des cartes qu'on a en main. Des cartes qu'on a en main, et on va voir du leader que je choisis, où est-ce que j'ai le moins de chances de criser le moins rapidement possible. Donc c'est vraiment ça quasiment
le seul critère. Éventuellement, l'ouverture de la map aussi, essayez de vous mettre dans un coin où vous avez des accès faciles pour vous déplacer et pour construire ensuite. Voilà, toujours pareil, on fait attention au cluster de couleurs sur les maps où les clairières sont aléatoires. Et ça, c'est toujours assez piégeux pour le décret. Dans le setup avancé, la différence c'est qu'on peut être partout sur un des bords. Voilà, donc le setup avancé modifie pas le nombre d'oiseaux qu'on a et tout, par contre ça modifie l'endroit où on peut se placer, ça peut être n'importe où sur le bord. Et pas forcément opposé au chat. Pas forcément opposé au chat, mais il y a une précision qui est assez contraignante, c'est qu'on est obligé de se mettre au moins à 2 de distance de la clairière de départ d'un autre joueur. Et donc, ça peut vraiment créer des situations, si on se set-up dans les derniers, quoi, où on est très très contraint, et notamment où on peut, par exemple sur la map hiver, on peut être contraint de se mettre là. Et je dis n'importe quoi, ici il y a 3 clairières lapins, c'est aléatoire, et j'ai que des cartes renards en main. Bon bah super, j'étais obligé de me mettre là, je suis obligé de criser le premier tour. Je peux pas sortir. Voilà, après l'avantage de l'advanced setup, c'est qu'on pioche 5 cartes et on en défausse 2. Voilà, oui. Donc globalement, Inch'Allah, sur les 5 cartes, on n'a pas que du Voilà, c'est rare, mais ça peut arriver, mais ça peut arriver, même si on ne crise pas, que le démarrage soit très contraint et très désavantageux. Dans ce cas, peut-être choisir une autre faction. Voilà. Du coup, on aura plus de liberté. Et après, à contrario, des fois le setup, si on est dans les derniers, si on ne peut pas respecter la règle de 2 de distance, c'est une distance, voire où on veut. D'accord. Donc des fois même, en fait, donc c'est des petites subtilités de règles, mais des fois... Par exemple, si tu joues à 5 ou 6, tu ne trouveras pas 5 de distance. Oui, voilà. Et même des fois à 4, ça peut arriver, parce que le chat, il prend tout le milieu, et ben tout de suite, 2 de distance, c'est presque impossible, pour peu que les taupes se soient foutus dans un coin. Enfin, voilà, donc il faut maîtriser un petit peu cette petite règle de la mise en place avancée. Est-ce que la clairière de départ de l'oiseau va être très pénalisante, ou au contraire, on est libre de se mettre un peu... À la limite, par exemple, potentiellement, si on est 3e avec l'oiseau, ça ne marche pas parce qu'on n'a nulle part bien à se mettre. Mais le 4e, il pourra se mettre où il veut parce qu'il n'y aura plus la limitation. Par exemple. Bon, si vous avez un peu de choix, vous essayez de ne pas vous mettre trop près d'une faction agressive. Parce qu'au début, vous avez un peu du mal à recruter, vous ne voulez pas perdre d'oiseaux, donc vous n'êtes pas très envie de vous faire taper. Et puis de toute façon, le plus important, c'est surtout les cartes qu'on a en main. Et voilà, il faut essayer de visualiser son décret. À quoi va ressembler mon premier tour et mon deuxième tour si je commence à tel endroit et si je mets tant de cartes et tout. Donc voilà, les oiseaux, il y a un peu de réflexion, il faut un petit peu essayer d'anticiper. Voilà. Et puis si vous n'avez pas de carte bleue dans la main, vous ne prenez pas les oiseaux. Est-ce que tu pioches les cartes avant de choisir ta faction. Avec la mise en place avancée, tu pioches tes 5 cartes, tu n'en garderas que 3. Et tu connais tes cartes au moment de choisir la faction que tu vas jouer. Alors, on va faire la tier list des leaders pour bien démarrer. La tier list des leaders qui est La question, c'est savoir s'il y a eu du travail de développement ou si c'est totalement broken. Ouais, en tout cas, il y en a un qui n'est pas recommandé pour le début. C'est celui qui te permet de fabriquer plus facilement. Ouais, même alors moi, je mets le commandant encore en dessous, mais tu vois. Alors, juste déjà, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un leader ? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un leader ? C'est quelqu'un qui prend ses responsabilités quand il est humilié et qui démissionne. Parce que c'est notre projet ! Non, un bon leader, c'est quelqu'un qui fait fureur. Non, c'est pas ça non plus. Un bon leader... En gros, le leader, c'est quoi pour la canopée ? Il y en a 4 différents qui sont le commandant, le bâtisseur, le despote et le charismatique. Et le leader arrive avec 2 vizirs qui vont dans le décret, qui sont des cartes bleues en fait, et un pouvoir. Ouais. Et donc le bon leader, il a des bons vizirs, il a un bon pouvoir, et il a une bonne interaction entre les deux. Donc pour ouvrir le jeu, tous les leaders ne se valent pas. Il y en a qui sont quand même meilleurs que d'autres. Alors, je ne vais pas aller dire que c'est dans l'ordre. On peut ouvrir avec n'importe quel leader et potentiellement gagner la partie, mais il y en a, ça va être plus compliqué que d'autres. Et ça va beaucoup dépendre aussi des circonstances et des factions, etc. Et du joueur. Donc voilà. L'ouverture avec le commandant, c'est celui qui fait plus de dégâts quand il tape. Il fait plus 1 un dégât à toutes ses attaques, quand c'est lui l'attaquant. Ouais, tu fais 0, tu as déjà plus 1. Il y a plusieurs problèmes d'ouvrir avec le commandant. Et il va vous forcer à combattre déjà. Donc à perdre des troupes, d'emblée de jeu, dès le départ. Et si vos adversaires vous attaquent un petit peu, vous allez perdre encore plus de troupes au début.
Il faut mettre beaucoup de gens de recrutement. Donc ça... Voilà, mais sauf que tu commences sans recrutement. Ouais. Donc tu dois mettre du recrutement. Parce que le leader t'impose les deux voilà. premières cartes, mais les emplacements. Voilà, ouais. Le commandant te dit c'est mouvement et bataille. Mouvement, c'est pas ouf d'avoir une carte bleue, c'est pas spécialement utile. Bataille, c'est bien d'avoir une carte bleue, mais au début de la partie, c'est pas forcément avantageux. Le pouvoir n'est pas forcément utile en début de partie. Parce que, c'est bien à la fin, comme ça tu fais du gros combat, quoi. Il n'y a pas grand monde sur la map, quoi, pas forcément. Donc en fin de partie, après une crise, si vous avez beaucoup de troupes, c'est une machine de guerre. Là, vraiment, c'est le moment. Si vous avez besoin d'éliminer une faction qui est sur le point de gagner, si vous manque 3-4 points pour gagner et que vraiment vous avez besoin de gratter un peu de carton et tout, vous allez y arriver plus facilement avec le carton, commandant. Le carton, tous les jeux, tout ce qui est en carton, c'est du point. Ce qui est en bois, c'est pas du point. Pour le vagabond potentiellement. Voilà. Si en plus vous avez réussi à crafter, on verra plus tard, mais les cartes qui permettent de faire des dégâts additionnels, ou genre vous faites 2 dégâts automatiques par combat, là c'est la boucherie, enfin c'est pas mal. Donc c'est plutôt un leader pour la fin de partie, même si je dis pas qu'on peut pas ouvrir avec. Si vous êtes dans une configuration où vous êtes les oiseaux, il y a les chats, les rats et les taupes, et que le seul moyen de vous faire de la place, c'est la violence, ok, peut-être, pourquoi pas. Mais... on est pas mal, le seul moyen de se faire de la place, c'est la violence. Je pense qu'il y a un t-shirt à faire là. Ouais, je le vois. Mais voilà, le pouvoir n'est pas forcément super utile en début de partie, et il faut beaucoup de recrutement, donc ça veut dire que si faut que je mette du bleu en recrutement. Donc si je mets du bleu en recrutement, je mets pas du bleu dans mon nid. Donc ça veut dire qu'au premier tour, peut-être je mets pas de carte pour construire. Donc je retarde encore mon moteur. Donc ça veut dire qu'on va pas aller vite pour faire des points, quoi. Il est lent, il est lent à démarrer, quoi. Mais bon, c'est possible dans certaines circonstances. Le leader suivant, c'est le bâtisseur. Pour moi, c'est le moins bon de tous les. Alors le bâtisseur, c'est celui qui fait des bâtiments. Ça se défend. Et même pas. Alors c'est mal nommé. Alors, si, mais il y a une logique, une logique féodale, pour comprendre. En fait, le bâtisseur, qu'est-ce qu'il a? Lui, ses visirs, il a un visir bleu en recrutement, donc ça c'est très bien. Et un autre en mouvement, donc ça on s'en fout un peu. Donc ça veut dire que faudra probablement mettre une carte bleue en construction. Donc à la limite en termes de tempo, bon ça va. Mais en fait, le problème c'est son pouvoir qui est pas intéressant. Son pouvoir c'est quand tu craftes, au lieu de faire un point, tu fais tous les points. Ah. Okay. Tu peux dire mais c'est intéressant en fin de partie aussi alors. Voilà, tu as tout à fait. Donc c'est intéressant pour terminer la partie parce que si dans ma main finale voilà, si potentiellement j'ai plein de nids sur le plateau, donc plein de possibilités de craft, en fin de partie on a plus de nids, donc on a plus de pioches, donc potentiellement j'ai plus de cartes. Et donc là, si j'ai du craft, si j'ai 3-5 points de craft en main, peut-être que le bâtisseur peut m'aider à close à finir la partie. Mais en début de partie, en fait, le pouvoir du bâtisseur, quand tu regardes le deck, n'impacte que 10 cartes sur 50. En fait, il impacte que le café, les épées et les pièces. Et le marteau. Ouais, le café, thé, voilà. Donc en fait, c'est très peu de cartes finalement. Puisque les cartes qui valent un point, elles valent un point de toute façon. Et les cartes qui sont des pouvoirs, voilà. Donc... Et en plus, alors même si tu dis, mais si je commence avec... j'ai 2 pièces en main. J'ai 6 points en main. Mais il faut les arriver, les construire, les 3D. Le problème, c'est que, en fait, du coup, ok, je les garde en main, et du coup, je les mets pas dans mon décret. Ouais. Donc, pareil, je retarde. Alors, ok, donc, je vais peut-être mettre une carte bleue en construction de nid, mais du coup, j'ai mis qu'une carte, et du coup, les autres, je les garde en main. Et du coup, ça dépend de ce que je vais piocher. Finalement, c'est dommage, parce que je pioche de la merde, je suis quand même obligé de mettre ma pièce dans le décret. Donc, ça, pareil. Ça peut marcher. C'est le bottom list, tier list. Il est assez stable, tu vois. Il a un recrutement bleu. Tu mets un truc bleu, il démarre. Bon, voilà. Mais c'est pas le plus haut potentiel possible. Pour le despote, aussi s'il y a les loutres qui ont du craft et qu'on peut leur acheter du craft avec le bâtisseur. Ouais, mais ça marche que pour. Enfin, ça se défend. Donc le despote, lui. Alors lui, c'est un des 2 meilleurs leaders. Hein. Je dirais même le leader bien pour... Il y en a 2 qui se distinguent. De toute façon, avoir un despote, c'est toujours bien. Voilà. De toute façon, un despote, ça fait thématique.
Et on a déjà fait la blague. Ouais, Oui, mais non, c'est pas autorisé. mais ça marche Pas 2 fois dans la même vidéo. Donc, bon, c'est un des meilleurs leaders. Alors lui, il est fort en début de partie, il est fort en fin de partie. Il est fort au milieu de partie aussi. C'est le leader qui a le plus de chances de ne pas faire de crise de la partie. Il est hyper stable. Si vous avez une carte bleue, vous la mettez en recrutement au début. Vous avez votre carte bleue en bâtiment, en construction. Et donc... il démarre avec construction et mouvement. Et mouvement. Voilà. Ah, oui, c'est bien. Donc il est assez flexible. Le truc, c'est qu'en fait, son pouvoir, c'est quand il tape du carton, et il gagne 2 points par pièce retirée au lieu d'une. Ouais, c'est bien. Donc ça, c'est bien parce qu'il y a un moment, au début, tu fais ton moteur, hop, et puis à un moment, tu commences à rajouter des combats. Et là, tu peux basculer dans le truc de points. Et puis tu as plusieurs options. Est-ce que tu mets juste un combat, et puis tu fais ton combat et tu gagnes 2 points par tour, ou fin de partie, tu mets 2 combats, tu mets 2 combats sur l'avant-dernier tour, 2 combats sur le dernier tour, et tu rases tout ce qui traîne. Et là, tu fais 8 points par tour sur les 2 derniers tours, 10 points par tour. Sur les... Plus les nids, Plus les nids, voilà. Donc, lui, il est vraiment assez flexible, il est très solide. Si on a crisé, on peut repartir sur le despote, parce que, hop, si on n'a plus beaucoup de nids, on a une carte bleue en nid, donc ça, au moins, c'est garanti. Et on peut commencer à reconstruire un petit peu son moteur de nid. Donc il est vraiment pas mal. Son défaut, c'est le recrutement, puisqu'on commence sans recrutement. Et donc on va devoir placer une carte bleue en recrutement. Et puis après, voilà. Donc le recrutement va pas très vite. Il va falloir y investir plusieurs cartes en début de partie. Voilà. Faut faire gaffe avec le despote. Il peut scorer très très vite. Si au début de la partie... Je suis dans une configuration pas très agressive. Tu fais 2 bâtiments par tour. Il y a plein de jetons qui traînent. Je peux tour 3, je peux être à 15 points, 20 points. Enfin, ça peut être n'importe quoi. Mais là, dans ce cas-là, la table devrait réagir. Et si elles réagissent pas, c'est de leur faute. C'est de leur faute. Et comme on n'a pas eu le temps de beaucoup recruter, c'est possible de nous arrêter. Voilà. Donc quand on commence avec le despote, on met une carte bleue en recrutement. On peut en risquer une deuxième en recrutement, de couleur du coup forcément, en se disant là je commence sur un nid renard, je sais que tour 1 je peux prendre un deuxième nid renard, j'en ai au moins 2, et potentiellement le troisième est vraiment pas loin, tour 3 je peux l'avoir, tour 2 plutôt. Oui mais au pire on stack sur un des mecs, Ouais mais du coup tu es obligé de laisser des mecs en défense qui sont bloqués plutôt que d'aller vers l'avant pour aller conquérir du territoire. Voilà, donc le despote, c'est le choix un peu safe, c'est le choix un peu par défaut, quand on n'a pas la possibilité de faire mieux. Et après, il y a le charismatique, qui est SS plus tier. W tier. C'est la wow. Le charismatique, c'est le leader le plus puissant. C'est lui qui a le potentiel le plus élevé. Charismatique. Ok, non, pardon. Alors, oui. Pourquoi et despote. Alors, pourquoi? Alors lui, il commence avec une carte en recrutement, bleu, donc ça c'est bien. Et une carte en combat. Ah. Donc ça, je t'ai dit tout à l'heure. Ça s'équilibre bien. Ouais. J'ai dit tout à l'heure, ouais, mais commencer avec du combat, c'est pas ouf. Ouais, sauf quand tu commences avec du recrutement, parce que ça s'équilibre. Et le pouvoir du charismatique, c'est qu'en fait, tu recrutes 2 par 2, au lieu de 1 par 1. Donc en fait, c'est comme si tu commençais déjà avec 2 cartes bleues dans ton recrutement. D'accord. Okay. Donc ça contrebalance bien le combat. Par contre, il faut faire vachement gaffe, parce que du coup, ça va vite, que t'en as que 20 mecs dans ton... Donc ouais. Oui, mais si tu combats et que tu perds des... Oui, mais si tu les perds pas. Le charismatique, c'est un peu un numéro d'équilibriste. Le décret n'est pas forcément facile à maintenir, parce qu'il faut trouver le bon équilibre du coup, entre recrutement et combat. Évidemment, comme on a dit tout à l'heure, avoir du combat, surtout en début de partie, ça veut dire que si les adversaires peuvent fuir, mais on a une carte bleue, donc on a quand même des options, mais si les adversaires peuvent fuir, c'est un peu chiant, notamment tour 1, si ta seule cible c'est le chat et qui joue avant toi et qui retire ses troupes, tu vas taper dans le vide et tu vas criser, donc faut pas choisir le charismatique si on risque de criser tour 1 quoi. C'est aussi un très bon leader après une crise. Parce que potentiellement, on s'est fait un peu board wipe, on s'est fait un peu jarter du plateau, il nous reste un nid et 2 oiseaux. Au moins, je recrute 2 par 2. Je peux me reconstruire un peu vite une force de frappe. Idéalement, ça fait ton 10 spots, t'as 5 nids. Ouais.
tu crises, tu mets ton charismatique et là tu... Ouais, bah despote, crise charismatique, c'est assez classique. De toute façon, après un despote, il faut quelqu'un de charismatique. C'est ça. Bah oui. C'est thématique. C'est le leader qui peut, a le plus haut potentiel, en gros, Alors pourquoi le plafond le plus élevé, parce qu'en fait, s'il arrive à maintenir son décret jusqu'à la fin, il va avoir comme tu es obligé de mettre du combat, c'est aussi obligé de mettre du recrutement, et tu vas assez vite arriver à une situation où tu as 3-4 combats par tour, et tu vas juste raser la table, en fait. Et c'est vraiment le leader qui peut tenir tête en 3 contre 1, parce qu'en fait, s'il recrute 6 par 6 et qu'il fait à chaque fois les 6, ils vont combattre et ils tapent. Mécaniquement, en fait, il fait beaucoup de points, les autres ne peuvent pas reconstituer leur force aussi vite que toi, tu peux les déployer sur la table. Parce que, juste par exemple, les chats, admettons qu'ils ont construit leurs 5 bâtiments de chats, bah, ils fabriquent que 5 chats. Enfin, oui, les recruteurs. Oui, mais ils ont l'hôpital de campagne. Oui, non, mais c'est pour te donner en termes de construction pure, quoi. Parce que, tu vois, même en 3 contre 1, même s'il te reste presque plus rien sur le plateau, si tu as 12 actions, et que tu repopes 6 guerriers à chaque fois, tu peux toujours faire des trucs, quoi. Donc, alors les anglophones parlent de l'ouverture God of War. Le démarrage peut être un peu compliqué avec le charismatique. Donc, tu mets une carte bleue en construction, et tu es obligé du coup de mettre une carte de couleur en mouvement, parce que tu noteras qu'il commence pas avec du mouvement par contre. Oui. Donc, il faut qu'il puisse sortir, sinon tu es obligé de mettre un déplacement. Il ne peut pas combattre sur lui-même, donc il meurt. Tu veux mettre un déplacement, donc tu mets un déplacement de la couleur de ton nid de départ. Donc il faut avoir les bonnes cartes en main. C'est pas toujours possible. Sinon c'est un peu con parce que tu mets une carte, une carte en mouvement bleu et tu mets pas de nid, donc c'est pareil, ça retarde un peu ton départ. C'est pas idéal. Donc dans les bonnes circonstances, tu mets une de la couleur de ton nid et une bleue en nid à la fin. Comme ça t'es bien. Donc le charismatique, c'est celui dans les bonnes circonstances, il est super fort, et le despote, c'est le choix, il est fort tout le temps, il est safe. C'est pour ça que c'est un S tier le despote, et l'autre il a un W, il est wow. C'est S et A. On apprend tous les jours. Une partie où le charismatique ne crise pas, moi j'en ai fait, c'est une violence, c'est la faction la plus violente, quoi. Tu fais 4 combats par tour, tu rases tout et c'est rigolo, quoi. Donc tu parlais tout à l'heure des trucs doubles. J'ai mis ça dans les stratégies loufoques. Ah oui, j'adore. En vrai, c'est comment il l'appelle toi? Tu l'appelles ça? L'Exploding Bird? Ouais, c'est des noms un peu les Anglais. Ils ont donné des noms un petit peu à toutes les stratégies à la con. Ouais, mais c'est des stratégies à la con qui marchent bien. Ouais, non mais ouais. Ce qui se passe, c'est que globalement, tu mets avec le despote, tu commences avec 2 bleus ou des fois tu peux mettre un bleu jaune ou bleu quelque chose en fonction de comment ta map est. Attends, mettre de la couleur parce que tu sais que tu vas criser. Oui. Donc tu essaies de faire... Le bleu jaune en quoi? En fait, en construction, donc tu as déjà une carte bleue en construction parce que tu es le despote, et tu mets une deuxième carte en construction, le premier tour. Donc du coup, tu vas fabriquer 2 par tour. Donc en 2 tours, en 3 tours, tu as tout construit tes bâtiments. Oui. Tu recrutes en parallèle juste pour être un peu safe. Et tu crises. Tu crises en construction. Tu perds 3 points ce tour-ci, mais t'en gagnes 5. T'en fous. Donc t'as un différentiel de 2. Et après tu passes. Et après, t'as tout tes nids sur la map. Et tu passes en charismatique. Tu passes en charismatique pour recruter, pour défendre les nids que t'as placés. Et là, t'as tout. Voilà. Donc ça, c'est rigolo. Alors ça peut faire beaucoup de points très très vite. Et donc ça s'appelle Exploding Bird. Alors celui-là, c'est Imploding Birds. Imploding? Ouais. Ah, c'est Imploding Birds, c'est un autre. Ah, d'accord, je sais pas. Après, les gens sont pas d'accord forcément. En gros, c'est le roi des nids, quoi. T'exploses, tu fais un truc assez du coup, très rapidement, tu fais un démarrage très rapide et ensuite tu consolides. Tu scores très très vite. Et tu pioches 2 cartes. Du coup, tu pioches beaucoup très vite aussi. Parce que du coup, ça donne un peu plus de choix. Bon, ça marche pas s'il y a plein de fractions agressives autour de la table. Une fois, ça m'est arrivé, je faisais ce truc, et les mecs, ils arrêtaient pas de me péter mes nids. J'étais genre, merci. On te pète tes nids, tu continues. Du coup, j'ai réussi à la tenir. Oui, donc tu pètes pas ton décret et tu continues. Ouais, du coup, j'ai pu la tenir de 3 tours de plus, j'étais content. Mais bon, c'est assez fragile en vrai, c'est assez compliqué parce que dès qu'on te bloque le mouvement,
faut avoir une certaine liberté de mouvement, surtout si tu mets de la couleur dans la deuxième construction. Faut pas que toute la table te tombe dessus pour te faire taper, parce que quand ils voient que tour 3, t'es à 15 points et que t'as 6 nids et que 5 cartes en main. Si t'arrives à faire une double construction bleue, t'es heureux. Ouais, pourquoi pas, mais après ça veut dire que tu mets de la couleur en recrutement. Après, il faut mettre de la couleur par contre, faut pas mettre trop de bleu, tu sais que tu vas criser. Donc ça c'est rigolo. Et l'autre stratégie un peu rigolote, l'Exploding Birds. Et donc là, c'est tu démarres charismatique. Ok. Tu mets pas de cartes en mouvement. Donc tu crises tout de suite. Oui, mais tu mets 2 cartes en recrutement. Donc comme tu recrutes 2 par 2, donc tu commences avec 6 oiseaux de départ, tu as une carte bleue en recrutement, tu en rajoutes 2, soit une bleue, soit bleue ou de la couleur de ton nid de départ. Donc tu vas recruter 6 oiseaux d'un coup. Mm-hmm. Donc tu commences la partie. Premier tour, tu as 12 oiseaux sur le plateau. Et tu crises. Tu crises tout de suite. Tu perds 0 points. Si tu commences à 0, théoriquement tu perds 2 points, ou 3, mais 2 points ne peut pas être négatif. Et du coup, le tour d'après, tu pars sur le despote. Et là, tu t'as 12 guerriers sur le plateau. Donc c'est comme si tu avais fait. C'est comme si tu avais fait 6 actions de recrutement d'un autre gars, tu vois. Ouais. Alors c'est très rigolo. Ah, j'ai jamais fait ça là. C'est très rigolo, mais il y a plusieurs problèmes. C'est que sur tes 3 cartes de départ, t'en mets 2 dans le décret. Après, il t'en reste qu'une. Oui. Et après, tu pioches. Donc là, c'est vraiment... Oui, donc ton despote, tu sais pas avec quoi tu vas jouer, quoi. Voilà, tu sais pas avec quoi tu vas jouer. Là, c'est vraiment pioche te contraint très fort. Mais t'as un déplacement et une construction déjà. Donc t'as 12 mecs, en priori, ça va mais est-ce que c'est des cartes bleues? Est-ce que c'est des cartes de couleur? Et l'autre désavantage, c'est que t'as perdu un tour, en fait. Il y a un tour où tu fais entre guillemets rien. Tu recrutes beaucoup. Oui, mais en termes de contrôle du plateau, tu laisses les autres s'installer. Ouais. Et du coup, ça peut être plus compliqué. Alors, j'ai jamais fait celle-là. Je la ferai la prochaine partie. Parce que je trouve ça très très drôle. Ça reste très rigolo de voir j'ai 12 oiseaux. Et après, ou même, t'as un truc plus débile. Là, c'est encore plus débile, c'est tu pars commandant après. Là, t'as 12 oiseaux. Le problème du commandant, c'est le recrutement. Donc là, j'ai 12 oiseaux. C'est bon, j'y vais. Bon, par contre, les nids, là, ton monteur, tu le décales franchement. Mais bon, voilà. C'est pour ça que c'est rigolo. Après les oiseaux, on peut expérimenter, on peut tester des trucs. J'avais pas pensé à celle-là. Je la testerai. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu les ouvertures, le décret, tout ça, la mise en place. Donc moi, je trouve que c'est assez flexible. Il y a plein de trucs rigolos. Alors parlons des cartes. Est-ce qu'il y a des bonnes cartes à pas crafter? Ouais. Alors. On a parlé du craft, on a dit qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas ouf parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes, ça nous fait qu'un point. Mais on peut quand même crafter parce qu'on a beaucoup de nids. Et ce qu'on aime bien surtout, c'est tous les petits pouvoirs qu'on peut crafter qui peuvent nous aider. Qu'on peut crafter en général assez facilement. Dès qu'on a 2-3 nids, on a une capacité de craft qui est pas mal. Donc, la priorité, ça reste le décret. Number one priority. Voilà, ça, voilà, faut essayer de penser à ça. Le craft, c'est secondaire. Juste un deuxième truc, à part le craft, en parlant des cartes aussi, il y a une autre possibilité, c'est d'enterrer les cartes dans le décret. Qu'entends-je par là? Oui. Et il y a des factions... Qu'entends-je? Il y a des factions, au hasard, encore le vagabond, au hasard, il aime beaucoup certains trucs. Oui. Genre par exemple, le marteau, ça il aime bien. Le café au thé de Racine, ça il aime bien. Et toi, au lieu de le crafter, ou de le défausser et potentiellement il va revenir en jeu plus tard, tu le mets dans ton décret. Oui. Il pourra jamais sortir. Enfin, ou dans 10 tours. Ou si tu crises. Oui, mais du coup ça pour ralentit. Le libérer. Mais du coup après il y a peu de chance. Mettre des cartes de domination dans le décret. Si on voit que le chat est super setup pour une domination renard, hop, on prend la domination renard, on la met dans le décret. Bon là... bonne chance. Bonne chance. Donc voilà, donc ça c'est un truc à garder en tête avec les cartes, d'enterrer certaines cartes, ou des cartes qu'on peut pas crafter mais qu'on n'aime pas, qui vont nous embêter, je sais pas, enterrer le croque-mort ou des choses comme ça. En termes de craft, moi j'ai fait plus par catégorie de qu'est-ce qui peut m'aider, au combat. Alors vas-y, Donc ce qui peut t'aider au combat. Alors, nous, on combat beaucoup. Potentiellement, on est une faction agressive. Si c'est pas dès le début, c'est au moins en milieu de partie. On va... Un oiseau qui tape pas, c'est bizarre. Ouais. J'ai jamais vu gagner un oiseau qui tape pas. Je l'ai pas dit dans les conseils, des trucs à faire, mais souvent, je vois les joueurs qui jouent la canopée ne sont pas assez agressifs.
Ils mettent pas assez de... Si tu finis la partie avec 1 ou 2 combats, t'es passé à côté de la logique de la faction. Alors, pas toujours, ça dépend des stratégies, mais globalement, c'est quelqu'un qui fait du combat. Pour moi, c'est une faction qui est faite pour ça, même si on peut gagner autrement. Bon, voilà. Donc, les cartes de combat, il y en a plusieurs. Dans le deck de base, il y a Tactique Brutale, qui est plus 1 dégât. Comme on a dit tout à l'heure, si ça se cumule avec le plus 1 dégât du commandant, voilà, c'est Tchernobyl. Dans le deck d'exilés et partisans, il y a justement les partisans. Oui, toutes les cartes partisans de toutes les couleurs. Donc comme on disait, on a peu de cartes en main. Donc en fait, le partisan n'est pas hyper pénalisant. Il va peut-être nous faire défausser une carte. Et encore, pareil, ça s'anticipe. Mettez les cartes bleues dans le décret avant de taper avec vos partisans et de perdre les cartes bleues. Bon voilà. Dans le deck de base, il y a les éclaireurs. Alors qu'est-ce qu'il fait les éclaireurs te protègent des embuscades. Tu es immunisé aux embuscades. Te prendre des embuscades, c'est très très chiant quand tu es les oiseaux, parce que quand on dit souvent le talon d'Achille de beaucoup de stratégies des oiseaux, c'est le recrutement. Donc perdre des oiseaux, c'est hyper chiant. En plus, perdre des oiseaux, souvent, ça peut provoquer des crises. Parce qu'en fait, tu pensais libérer l'emplacement. Et tu pensais contrôler, parce que même si tu perds le combat, tu savais que tu avais de la marge. Et en fait, tu te prends une embuscade, plus tu fais un 0-0, et en fait, donc c'est une sécurité supplémentaire quand même d'avoir les éclaireurs. Émigrer de la canopée, pourquoi pas, c'est une carte bleue, ça rajoute de l'agression. Alors l'avantage un peu d'émigrer de la canopée, c'est que ça permet de casser un petit peu la contrainte de séquençage de l'ordre du tour. Parce qu'à un moment, on est obligé de faire mouvement, combat. Ouais. Et comme les émigrés de la canopée, c'est à l'aurore, tu te déplaces et tu fais un combat. En fait, c'est avant ton décret, tu fais un peu un mini décret. Et des fois, ça peut débloquer des situations. En vrai, ce qui peut être pas mal, c'est que potentiellement, ça peut te permettre de tuer des gens. C'est obligatoire ? Non, si tu le fais pas, tu perds la carte. Si tu le fais pas, tu perds la carte. Voilà. Mais c'est une carte bleue, donc... Oui, mais du coup, ce qui est bien, c'est que si tu as besoin de tuer des gens, ça peut être utile. Voilà. Pour moi, c'est plus circonstanciel que les autres, mais c'est à garder en tête. Alors, pareil, si vous abordez cette vidéo à cet instant précis, la phrase « ça peut toujours être utile de tuer des gens », c'est hors contexte dans un dîner. On va faire un montage avec les autres blagues sur les leaders et tout, ça va faire... voilà. D'autres cartes qui peuvent être utiles, c'est les cartes qui peuvent un petit peu fluidifier le décret. Alors, émigrer de la canopée, il y a à moitié combat, à moitié ça. Il y a les faux ordres, donc ils sont utiles pour plein de factions. Alors, c'est directive erronée en français. Dans l'autre VF, c'est directive erronée dans l'officiel. Okay. Ah oui, je me souviens, tu vires des gens, tu contrôles une autre faction en fait. La moitié dégage. Donc ça peut être bien, par exemple, si vous ne contrôlez pas une région et vous devez faire un déplacement, vous faites un directive erroné et du coup vous pouvez faire le déplacement. Voilà. Par exemple. Est-ce que tu peux les faire arriver au contact pour pouvoir combattre ? Par exemple. Ouais, aussi. Oui. Ça offre plein de flexibilité pour satisfaire le décret sur du mouvement, sur du combat, sur de la construction. C'est pareil, c'est assez flexible, c'est assez utile. Et dans les cartes un peu comme ça aussi, qui sont fortes, il y a le constructeur naval et les comploteurs corvidés. Le constructeur naval, il te permet d'emprunter la rivière comme un chemin, comme si tu étais les loutres. Donc là, pareil, en termes de flexibilité pour le décret, c'est génial. Ah, je dois aller taper une lapin. Ah, bah, la seule lapin où il y a du monde, c'est à l'autre bout de la rivière. Paf, je prends mon petit bateau. Et les conspirateurs corvidés, eux, carrément, tu ignores les règles de contrôle pour les déplacements. Oui. Donc, il y a un mur de chats devant toi, tu dis je m'en fous, je traverse. En gros, tu deviens agile. Oui, comme le vagabond ou les corvidés, tu as ce pouvoir d'ignorer en fait le contrôle des autres. Voilà, ce qui est vraiment super. Enfin, ça offre une flexibilité énorme sur le décret. Alors, ça, c'est des cartes bleues. Oui, donc des fois, on n'a pas le choix. On dit, tant pis, c'est ma seule carte bleue, je vais la mettre dans le décret. Mais quand on a le choix, elles font plaisir. On a dit qu'un des défauts de la canopée, c'était la pioche. Donc, toutes les cartes qui font piocher, elles sont bien. Il y en a plein. J'ai dans le deck des exilés, on a mis vide-grenier, charmante offensive. Et dans le deck... Il y a brocante. Ouais, le rongeur brocanteur, ça c'est quand les autres craftent un truc, toi tu pioches. Donc toutes ces cartes-là sont utiles. Et dans le deck de base, il y a la bourse ou la vie. Tu vas voler une carte à quelqu'un d'autre.
Ça va être, c'est encore plus particulier. Le percepteur d'impôts, c'est une des meilleures cartes du jeu pour les oiseaux. Parce que 1, ça te fait piocher. Et 2, en fait, tu retires un guerrier pour piocher une carte. Donc pour le recrutement, ça peut être pas mal. Des fois, il y a plusieurs parties que j'ai gagnées où en fait, on le laisse, il va criser en recrutement. Non, j'ai le percepteur d'impôts. Hop, un guerrier en plus dans ma réserve. En plus, je pioche une carte et je crise pas et je repars. Ouais. Bon, après, si tu es un peu attentif, tu vois qu'il y a le percepteur d'impôts. Mais des fois, ça fait vraiment la différence. Parce que les cartes posées, souvent, c'est celles qui sont oubliées. Ça, avec le charismatique, ça compte botte de fou. En fait, si tu recrutes 6 par tour, à tous les tours, tu peux te permettre d'enlever un guerrier. Ça prolonge ton décret et ça te permet de piocher. Donc ça, c'est vraiment une des meilleures cartes. Le bureau de propagande, ça coûte des cartes, donc c'est un peu chiant. Mais comme ça te permet de placer un de tes guerriers où tu veux, pareil, pour satisfaire le décret, tu sais que tu dois faire un combat en renard. Bon, tu sacrifies une carte renard de ta main, mais tu popes sur une carte renard, une clairière renard où tu n'avais pas accès auparavant. Donc pareil, ça offre de la flexibilité pour le décret, mais c'est un peu coûteux en carte. Et c'est un peu, comment ça s'appelle, de temps en temps, c'est pas tout le temps extraordinaire. Oui. Mais quand ça t'empêche de criser, c'est pour ça que c'est un beat here. Surtout qu'en fait, le bureau de propagande, ce qui est pas mal, c'est que c'est pendant le jour. Donc en fait, tu peux le crafter le tour où tu en as besoin. Et l'utiliser dans le même tour. Parce que tu craftes avant ton décret et après tu réalises ton décret. Et du coup, tu peux dire, mince, je peux pas faire le. Enfin, j'anticipe et au début de mon tour, je fais, ce tour-ci, mince, je pourrais pas faire telle étape du décret. Heureusement, j'ai le bureau de propagande, je le craft. Et voilà. Et après, il y a les cartes qui font gagner des points. Ouais, et les points, c'est bien, ça fait gagner. Et les points, c'est bien. Je dis, si tout le monde vous laisse tranquille, tour 7, où j'ai dit que vous étiez à combien, je sais plus. 24. Bon, voilà, les cartes qui font gagner pas mal de points. C'est l'officiel maître graveur. Je ne sais pas comment c'est là, mais dans le deck exilé partisan, maître graveur, c'est plus 1 point par carte que tu craftes, qui fait des points. D'accord. Mais du coup, pour les oiseaux, oui, c'est 2 points. Ça double les points. En fait, ça double tous tes points de craft. Donc du coup, ta pièce, tu t'en fous de la construire à 2. Donc, comme on peut dire que la faction est équilibrée autour du fait qu'elle marque qu'un seul point quand elle craft, donc là, tu doubles tes points de craft. Potentiellement, c'est ce qui te manque pour finir à 30. Dans le deck de base, il y a la requête royale. Alors ça, pour moi, il n'y a que les oiseaux qui peuvent crafter ce truc-là. Il faut 4 clairières différentes. Ouais. En fait, c'est quoi ? Tu la craftes et le tour d'après, c'est à l'aurore, tu la défausses, tu gagnes 1 point de victoire par clairière que tu contrôles. Donc minimum 4. Bon. Peut-être plus. Pas forcément, parce que les nids, tu contrôles pas forcément tes nids, mais les oiseaux, naturellement, ont tendance à contrôler beaucoup de clairières, déjà parce qu'ils ont le pouvoir où ils gagnent les égalités, ensuite parce que ils cherchent à contrôler des clairières pour poser leur nid. Et en particulier quand ils ont cette carte. Donc cette carte-là... On contrôle minimum une ou deux... Quand tu la craftes, c'est alerte rouge en général chez les adversaires. Oui, parce que c'est souvent 3-4 points faciles. Ouais, j'ai déjà vu 5 points dessus. Mais ouais, tu peux monter à plus, mais les adversaires sont en général un peu obligés de réagir à cette carte. Surtout qu'on n'est pas obligé de l'utiliser, donc tu peux la crafter puis attendre le meilleur moment. Exactement. La dernière carte au niveau des points qui est intéressante, ça va vraiment parler dans toutes les factions, je pense, c'est le croque-mort. Le croque-mort qui est cette carte qui récupère tous les guerriers qui sont retirés du plateau, en combat ou pas d'ailleurs. Et tous les 5 guerriers, tu marques un point. Et c'est un de mes dessins qui me fait le plus rire. C'est la stratégie Loki. C'est une carte qui est hyper forte pour la canopée parce que tout simplement on est hyper agressif. Donc en fait ça synergise vachement avec notre plan de jeu d'agressivité. Donc là si vous craftez les croque-morts, vous mettez les potards de combat au maximum. C'est là, vous vous faites plaisir. Alors le problème aussi avec les croque-morts, c'est que si un adversaire les craft, comme vos guerriers vont sur cette carte, ils sont bloqués jusqu'au tour suivant du propriétaire de la carte, où là il va les libérer pour scorer. Donc en fait, à ton tour, tous les guerriers que tu as perdus, ils sont sur cette carte. Donc potentiellement, ça accélère ton risque de crise en recrutement. Donc toi, tu n'aimes pas du tout qu'un adversaire, en plus comme ton plan de jeu, donc non seulement tu leur files des points, en plus tu augmentes tes chances de criser en recrutement. Donc là, le sabotage, se garder un petit sabotage spécialement pour les croque-morts. Donc voilà un peu sur les cartes à crafter. Alors c'est qui nos amis ? C'est qui nos ennemis ? Pour moi, c'est la faction de route qui est parfaitement équilibrée en fait. Pour tous, ouais, pour presque la mieux designée, mais voilà. Donc comment ça se passe autour de la table ?
si vous avez les chats, bon, c'est le match-up classique, chat contre les oiseaux. Le truc, c'est qu'en fait, il faut pas laisser le chat prendre trop de territoire. Et lui, il aime, plus il contrôle de trucs et plus il a étendu son domaine, mieux c'est pour lui. Il faut essayer de se rapprocher assez rapidement du donjon pour se réserver les clairières. Parce que sinon, nous aussi, à un moment, on va avoir un problème de construction, en fait. Oui, d'espace. Oui. D'espace, donc on essaye de construire le plus en avant possible pour se réserver les clairières qui sont dans nos lignes arrière. Bon, parfois, on a d'autres priorités selon les factions en jeu. Après, on peut partager un lieu avec d'autres gens. Hein. Alors, oui, toi, tu n'as besoin que d'un emplacement. Ouais. S'il y a plusieurs emplacements dans la clairière, potentiellement, tu peux construire à côté de quelqu'un. Tu dis on est des amis. Voilà. Le seul problème, c'est le chat, lui, il n'a pas envie de partager ses emplacements du tout. Parce que les chats, c'est des méchants. Donc c'est compliqué. Après, il y a l'alliance. Ouais. Si vous n'êtes pas le despote, c'est chiant. En gros, pourquoi ? L'alliance, elle peut lire votre décret. Donc elle sait que vous allez vous déplacer et à peu près vers où ou comment. Elle a une idée. Enfin, en tout cas, des possibilités. L'alliance, elle aime avoir des gens qui marchent sur sa sympathie ou qui la combattent parce que ça lui fait des cartes, donc des points. Donc l'alliance, typiquement dans une partie des oiseaux, l'alliance elle va coller les oiseaux parce que elle sait que potentiellement il va être obligé de marcher dans la sympathie, obligé de taper la sympathie. Et oui, ça fait des points aux oiseaux, mais nous, un de nos points faibles, c'est les cartes. Et donc si les cartes on les perd et qu'après notre décret on n'a pas de choix, on va construire un décret pourri qui va se casser la gueule ou qui va avoir des failles. Et même quand on les tape, du coup, on en perd. Même quand on les tape. Alors, le seul truc un peu, c'est quand on commence... Alors, en général, on commence despote quand il y a l'alliance. Enfin, ça aide parce que, du coup, chaque jeton de sympathie qui est viré vaut 2 points au lieu d'un. Donc, au moins, ça compense. Et du coup, il y a une espèce de relation un peu synergique. C'est genre, ok, je file des cartes à l'alliance, et moi, je marque 2 points. Et du coup, il y a souvent, après, une espèce de... les deux factions peuvent faire la course au point entre eux. Ouais, et du coup, l'alliance, ils osent plus trop mal parce qu'ils veulent pas donner des points. L'alliance, elle se dit, moi je continue parce que je lui file point de points, mais moi aussi ça me file point de points. Ouais, et à un moment, ils vont être obligés de gérer les oiseaux. Donc c'est un peu le pari que tu fais. C'est en fait, vous vous avantagez beaucoup tous les deux. Vous faites la course au point en espérant qu'il y en ait un des deux, soit que l'oiseau il crise ou il se fasse défoncer, et l'oiseau lui il espère que ce sera l'inverse. Donc à l'alliance, il y a des relations un peu intéressantes comme ça, mais bon, en général, quand même, on n'aime pas trop la sympathie. Globalement, on finit son tour sans carte quand il y a l'alliance. Hein, en fait, globalement, en fait, l'alliance dicte un peu nos déplacements parce que on va aller dans la direction un peu opposée et du coup c'est chiant parce que s'ils se mettent au milieu, on est obligé de passer par les bords et tout. Et quand on doit faire des allers-retours à la con pour faire notre truc et que du coup l'alliance doit piocher 4 cartes. Ouais. Parce qu'on se déplace avant de combattre, donc on peut même pas virer la sympathie avant de se faire taxer 2-3 fois. Bon bref. Alors les loutres. Alors un peu comme les chats, on est bon acheteur pour les loutres parce qu'on aime bien les cartes bleues. Et aussi on a beaucoup de ressources, on en a 20. Ouais. Alors c'est beaucoup et pas beaucoup, c'est moins que les chats. Donc en général avec la loutre, avec les loutres, on fait pas trop d'achats, ou alors on dit aux loutres, ok, je t'achète une autre carte, mais tu me rends mes guerriers avant, tu prends pas d'otages parce que voilà. Là où le chat a de la marge. On veut pas criser en recrutement, donc on veut pas que la loutre ait d'otages, donc ça fait un peu partie des négociations, des achats, c'est rends-moi mes guerriers et puis je te rachète des trucs. Pareil, la loutre super intéressante, encore plus pour les oiseaux. Pour les déplacements. Moi j'ai réussi à sauver un décret avec le déplacement de rivière. Hein. Ça peut souvent sauver le décret de prendre la rivière ou de louer les mercenaires des loutres. Les mercenaires contrôlent une clairière, hop, ça nous permet de placer un nid. Ouais. Bon, il est sans défense, il va se faire péter le tour d'après et tout. Mais le décret a été sauvé. Donc voilà, donc les loutres, faut faire attention à pas trop les alimenter et les gaver, mais c'est quand même super utile pour nous. Les lézards. Alors les lézards, c'est hyper chiant. Je pense que c'est pour toutes les factions en vrai, mais... Les lézards, c'est chiant en général. C'est chiant pour toutes les factions. C'est sympathique. C'est pour ça que c'est rigolo à jouer. Déjà, ils posent un jardin, ils contrôlent. Donc nous, pour construire, ça nous gêne. Ça nous gêne pour construire, ça nous gêne pour nous déplacer. Donc du coup, faut les détruire avant de pouvoir construire. Parce que s'ils coupent la map en deux, faut faire des détours, c'est chiant. Et pareil, le pouvoir de conversion, qui peuvent sanctifier un bâtiment pour le convertir. Donc ils peuvent convertir nos nids. Donc là, vous mettez de la couleur en recrutement, vous pouvez être sûr que toute la table,
va s'assurer que les parias des lézards soient de la bonne couleur, les taper un petit peu pour que vous perdiez vos nids. Et voilà. Donc la couleur, quand il y a les lézards en recrutement, c'est presque un no-go. Donc ils vous contraignent aussi dans le décret. Et en plus, on peut même pas influencer sur la pioche du lézard. Enfin, sur le. Très peu, parce que comme on pioche peu, on peut assez peu influencer sur les imperdus. Donc les lézards, c'est pas ouf. Les taupes, alors les taupes, un peu comme les oiseaux, eux, ils ont un gros effet boule de neige et ils sont assez agressifs. Donc s'ils s'en prennent à nous, c'est un peu chiant. Soit on fait la course, chacun dans notre coin, et ça va. Soit ils s'en prennent à nous, et ça, on n'aime pas trop. Ce que vous pouvez faire pour les ralentir un peu, si vous commencez avec du combat, comme avec le charismatique, c'est vous sniper... les bâtiments. Non, vous snipez les taupes qui sont toutes seules. Les bâtiments, c'est compliqué, parce que les bâtiments, ils sont bien défendus, il faut y aller. Si on se prend une embuscade, c'est relou. Mais sniper les taupes, en fait, ça va l'empêcher de recruter des ministres. Ah oui. Parce que pour avoir un ministre, il faut être dans X clairières différentes et il manquerait une carte par clairière. Donc si on snipe un petit peu les taupes qui se baladent à gauche, lui ça lui taxe énormément ses actions parce qu'il doit re-recruter, il doit se redéplacer. Au début, il a très peu d'actions. Donc ça va vraiment ralentir. La taupe commence avec 2 actions et il en finit potentiellement avec beaucoup. Donc c'est le meilleur moyen de ralentir son moteur. Après, si vous pouvez lui péter des bâtiments, ça c'est l'idéal. Mais souvent la taupe protège quand même un peu ses bâtiments. Elle essaye en tout cas. Voilà, plus en deuxième ou en fin de partie, vous pouvez vous attaquer au bâtiment. Mais en début de partie, pour le ralentir, hop, vous lui flinguez les petites taupes à droite à gauche, et ça c'est assez pénible pour lui. Donc, les corvidés. Après avoir tué les inconnus, on flingue des taupes. Moi je retiens les phrases clés de la vidéo. Oui, non mais ça peut être utile de flinguer un inconnu. Ou de flinguer un vagabond, et là c'est... flinguer une taupe c'est utile si... Flinguer une taupe c'est utile. Si t'es espion par exemple. Là c'est vachement utile. Oui. Et du coup, là on va aller dans la conspiration. Voilà, encore une faction de saloperies, les corvidés. Donc les corvidés, c'est ceux qui posent des complots face cachée avec des effets néfastes. Des petites bombes. Des bombes, des machins qui te bloquent quelque part. Alors le pire pour les oiseaux, c'est quand les corvidés posent des pièges. L'effet d'un piège, c'est on ne peut pas placer d'éléments de jeu sur un piège et on ne peut pas se déplacer hors d'un piège. Donc on est bloqué. Okay. Donc on est bloqué, donc déjà ça peut nous empêcher de traverser la carte, ça peut nous empêcher de poser un nid, ok. Mais surtout, s'il y a des pièges sur nos nids à nous, en fait, ça peut carrément nous faire criser parce que on m'a mis un piège sur mon nid renard et je suis obligé de recruter un renard. J'ai pas le droit, je crise. Ou j'ai un mouvement que je peux pas faire, je peux pas sortir du nid, je crise. Et je crois que c'est une des seules interactions où en fait les corvidés peuvent te mettre dans ça arrive pas souvent, dans une boucle infinie de crise où tu as perdu la partie. Tu peux pas jouer. En fait, si tu n'as qu'un seul nid et qu'on te met un piège sur le nid, tu crises en recrutement, tu crises en mouvement. Il faut que le bâtiment il arrive à sauter, comme ça tu peux remettre ton nid où tu veux. Voilà, il faut que quelqu'un pète ton nid pour avoir la règle où tu peux te replacer où tu veux. Bon, il y a une autre interaction un peu rigolote avec les corvidés. Parce qu'il y a une règle avec les oiseaux qui est que si tu as 0 carte en main au moment de faire ton décret, en gros, tu pioches une carte. Ah, ok. Ouais, donc tu as toujours au moins une carte à mettre quelque part. Ok. Si t'aimes pas ta carte. Si t'aimes pas ta carte. Avec les corvidés, puisque tu peux tenter de deviner leurs complots qui sont face cachée en misant une carte. Donc, si tu commences le tour avec une carte que t'aimes pas. Mettons une carte jaune. Tu la mises. Ah, et donc t'en repioches une. Tu la mises. Si tu perds le pari, tu perds la carte. Mais du coup, tu en repioches une autre. Et puis si tu gagnes le pari, tu gagnes le pari. Donc tu as gagné un point, tu gardes la carte. Tu démarres avec ta carte jaune. Voilà. Et je crois que tu peux même du coup mettre 0 carte en défense. Parce que si tu n'as qu'une carte, tu l'as mise, tu la perds. Tu repioches une carte avec la règle. Tu la remises immédiatement, tu la perds. Du coup, tu as 0 carte. Le vagabond, j'en ai pas trop parlé. Il n'y a pas d'interaction spéciale, à part que on peut le taper. On a des actions, on a souvent, on a des actions combat à perdre. Le vagabond est là, autant le taper lui. Donc le vagabond, en général, il essaie d'éviter les oiseaux parce qu'il sait que s'il y a un charismatique ou un truc ou un commandant, ça va être pour lui. Donc en général, il traîne pas trop vers la zone de départ des oiseaux.
Voilà, en fin de partie, faut juste se méfier que voilà, ils viennent pas de casser nos nids pour nous faire criser. Celui qui est chiant, c'est celui qui place une torche et qui crame une clairière, parce que ça, il peut vraiment nous bloquer dans le décret, c'est un peu chiant, mais sinon ça va. Pareil, le mec qui est chiant, c'est le mec qui crame qui crame une clairière. Qui torche une clairière. Ouais, bah mais c'est ça qui est bien, c'est ça que j'aime bien dans Route, c'est que c'est les discussions que tu as quand tu parles d'une partie. Et dernière faction, c'est les rats, les seigneurs des nuées. Non, ils n'ont pas traduit ça au final comme ça, mais j'ai les noms j'ai nom des VF, mais oui, fan des mail. VF, fan mail. Alors Désolé, du coup, j'ai pas les noms exacts. Seigneurs des Sangs. Les Seigneurs des Sangs, c'est les Seigneurs des Sangs, je crois, le nom ça. officiel. Ouais. C'est Lord of the Ungrador en Les anglais. rats. Alors lui, pareil, il met des petits jetons, les petits jetons full et tout. Donc ça, si on est le despote, on aime bien, ça nous fait des points un peu gratuits. Mais pareil, en termes militaires, il démarre assez fort. Et donc, il peut s'en prendre à nous. Faut recruter assez vite pour pas être une cible facile pour les rats. Mais, Les rats, c'est une calamité. Comme dans la vie. les rats, ils sont OP de toute façon, ils sont cheatés. Et voilà pour les oiseaux. Eh ben écoute, Le mot de la fin, voilà, votre pire ennemi avec les oiseaux, c'est vous-même. Oui. Comme dans la vie. Si vous perdez, c'est de votre faute. Les oiseaux, ça vole. Les oiseaux, ça vole. Comme les blagues de JC. Ça vole. Ça fuse. Ça vole haut. Et puis voilà, c'est une faction qui est fun. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup. Et Donc, donc on se retrouve la voilà. prochaine fois Pour une autre faction. pour une autre faction. Bye bye. Au revoir. Mon petit oiseau a pris sa volée. Mon petit oiseau a pris sa volée. A pris ça à la volette, a pris ça à la volette, a pris sa volée. Est allé se mettre sur un oranger. Est allé se mettre sur un oranger. Sur un or à la volette, sur un or à la volette, sur un oranger. La branche était sèche, elle s'est cassée. La branche était sèche, elle s'est cassée. Elle s'est à la volette, elle s'est à la volette, elle s'est cassée. Mon petit oiseau, où t'es-tu blessé? Mon petit oiseau, où t'es-tu blessé? Où t'es-tu à la volette? Où t'es-tu à la volette? Où t'es-tu blessé? Me suis cassé l'aile et tordu le pied. Me suis cassé l'aile et tordu le pied. Étendu à la volette, étendu à la volette, étendu le pied. Mon petit oiseau, veux-tu te soigner? Mon petit oiseau, veux-tu te soigner? Veux-tu te à la volette, veux-tu te à la volette, veux-tu te soigner? Je veux me soigner et me marier. Je veux me soigner et me marier. Et me ma à la volette, et me ma à la volette, et me marier. Me marier bien vite sur un oranger. Me marier bien vite sur un oranger. Sur un or à la volette,